C'est seulement après le broyage répété des offensives contre Verdun, lorsque le destin nous jeta en 1916 dans l'incroyable paysage de la Somme, que se révéla à nous la volonté des grands États qui se traduisait sur le front en explosions de feu. Ernst Jünger, soldat allemand. « 2000 ans d'histoire. On l'a appelé le Verdun des Anglais, une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Plus d'1 300 000 Britanniques, Français et Allemands y ont été tués ou blessés. Elle a commencé le 1er juillet 1916. Ce jour-là, à 7h30, au nord de la Somme, plus de 60 000 soldats de la 4e armée britannique du général Rawlinson franchissent le parapet de leurs tranchées, baïonnettes au canon. Leurs objectifs, les villages picards de La Boisselle, Fricourt, Mametz et Montauban, qui depuis 6 jours déjà subissent les tirs de la plus puissante préparation d'artillerie de la guerre. Ils appartiennent à la première vague d'une offensive franco-britannique qui doit permettre de briser un front allemand qui n'a pas bougé depuis 1914. Ils sont anglais, écossais, irlandais, gallois, et même venus des plus lointaines possessions de l'Empire britannique, pour mourir dans un pays qu'ils ne connaissent pas et où les premiers d'entre eux ont débarqué en 1914 à Boulogne. Attention, vous allez poser le pied sur le sol français. Maintenez les traditions de la vieille Angleterre et combattez comme des soldats britanniques. Stéphane Audouin-Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, une guerre dont on résume souvent l'horreur en pensant bien sûr à Verdun en 1916. Or, il se trouve que la même année, une autre bataille s'est déroulée, dont on parle beaucoup moins, mais qui est tout aussi meurtrière, peut-être même plus meurtrière que Verdun, c'est la bataille de la Somme. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Est-ce que c'est parce qu'elle a été surtout menée, conduite, subie aussi par les Anglais et les Allemands, bien sûr, en fait? Oui, il y a certainement plusieurs raisons. La première, certainement, c'est qu'elle est en grande partie, pas exclusivement, puisque les Français y participent, mais elle est en grande partie, elle est principalement une bataille britannique, des Britanniques et de leurs alliés. Et donc, autant le souvenir de la bataille de la Somme est fort encore aujourd'hui, donc au Royaume-Uni, autant dans le cas français, eh bien, il est beaucoup plus faible, ce souvenir. Je crois que la deuxième raison, c'est que Verdun, la bataille de Verdun, qui est vraiment la grande bataille française de la guerre, enfin, qui résume pour les Français finalement toute la guerre, puisque c'est un duel franco-allemand. Que tous les soldats français sont passés par Verdun. Et que, oui, au moins les deux tiers des régiments sont passés par Verdun à cause du tourniquet de Pétain. Eh bien, la bataille de Verdun est devenue vraiment la bataille emblématique au fond, d'autant plus qu'elle a eu lieu elle a commencé avant la bataille de la Somme et elle se termine plus ou moins en même temps qu'elle. Et puis il y a une troisième raison, je crois, c'est que la bataille de Verdun est une bataille défensive pour les Français. Et la Grande Guerre est une bataille où la légitimité du combat est liée à la défense du territoire, alors que la Somme est pour les Alliés une bataille offensive, c'est une bataille défensive pour les Allemands. Et une bataille défensive, donc, a toujours plus, pendant la Grande Guerre, de légitimité patriotique, en quelque sorte, qu'une bataille offensive. C'est, je crois, les trois grandes raisons de l'oubli français. Alors, sur la Somme, c'est quand même la majorité des effectifs sont britanniques, les 2 tiers, je crois, 26 divisions sur 40, commandées par un général écossais, le général Haig. Il faut le rappeler que ce général, à l'époque, il n'y a pas encore de commandement en chef interallié, ça n'arrivera que plus tard, en 1918. Donc Haig dépend directement du gouvernement britannique. Et il est à égalité, en quelque sorte, avec son homologue français, qui est le général Joffre. Oui, il n'y a pas de commandement unique avant la catastrophe de la percée allemande de mars 18. Et par conséquent, la coordination des armées françaises et anglaises sont l'objet d'une négociation. Permanente. Une négociation, oui, permanente, difficile parfois, et qui fait que Joffre, effectivement, n'a absolument pas la haute main, bien entendu, sur les troupes anglaises. Alors cette armée anglaise de Haig, c'est une armée de volontaires, je crois, Stéphane Audouin-Rousseau. Oui, c'est la grande spécificité de l'armée britannique, alors que l'armée allemande, l'armée française sont des armées de conscription et de conscription de masse. C'est ce qu'on appelle l'armée Kitchener. Il y avait au début de la guerre une armée de métier qui est en grande partie, détruite, si l'on peut dire, par les combats du début du conflit.
Et dès août 14, on commence à recruter en Grande-Bretagne, donc des volontaires, 1 million au cours de l'année 14, 1,5 million au cours de l'année 15, et donc les troupes de la Somme, ce sont essentiellement des troupes de cette armée Kitchener, de cette armée de jeunes volontaires venus des villes britanniques essentiellement, une armée urbaine et non pas rurale comme l'armée française, et c'est ça, je crois, une spécificité très grande. Des villes britanniques, mais aussi une armée impériale. Il y en a qui, sur la Somme, se sont battus des Australiens, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains. Oui, la Somme, la Somme, c'est la mondialisation de la guerre. C'est vraiment tout l'empire britannique est là, et c'est ce qui explique aussi, évidemment, aujourd'hui le poids mémoriel de la Somme, très au-delà du Royaume-Uni. Private Kirk is a funny little codger with a smile, a funny smile. Spike Beaton, he's an awful little dodger with a smile, a funny smile. Luck or broke, he'll have his little joke, he can't be so pressed. All the other fellas have to grin when he gets this off his chest. Hey! Pack all your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you've Lucifer to light your bag, smile, boys, that's a smile. What are you for worrying? It never was worthwhile. Oh, pack all your troubles in your own kit bag and smile, smile, smile. Pack all your troubles. Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la bataille de la Somme. Et c'était Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag, mettez vos ennuis dans votre vieux barda, une chanson britannique de la Première Guerre mondiale, enregistrée en 1916, année de la bataille de Verdun, menée conjointement, de la Somme, menée conjointement par les Anglais et puis par les Français du général Joffre. C'est Joffre qui a voulu cette bataille de la Somme. Elle a été décidée, je crois, en décembre 1915. Stéphane Oui, en 1915, donc il y a un accord anglo-français en fait pour tenter une percée à cet endroit-là, l'endroit de la Somme, qui a pour but de se saisir au fond des grands nœuds de communication allemands, des nœuds de communication allemands qui se trouvent plus au nord, autour de Cambrai, et donc d'infliger ici un trou en quelque sorte dans le front allemand dont, pense-t-on, l'armée allemande pourrait ne pas se remettre. C'est ça l'objectif, et compte tenu de cet objectif, l'effort sur la Somme devait être au départ un effort 50-50, à peu près autant de divisions françaises que de divisions anglaises, et sur un front beaucoup plus large, 70 à 80 km. Et la bataille de Verdun, effectivement, conduit à réduire la participation française et à réduire aussi le front de l'attaque. C'est ainsi que la Somme est devenue, ce qui n'était pas prévu au départ, une bataille essentiellement anglaise. Et une bataille qui commence le 1er juillet 1916, une décision communiquée aux soldats dans les tranchées anglaises la veille de cette bataille. Attention! Garde à vous. Sergeant. Sir. Men, the battalion's objectives are the enemy lines in front of the village of Montauban. L'objectif du bataillon, c'est les lignes ennemies devant Montauban. I want to assure you, men, that after the bombardment you have seen, Je peux vous assurer qu'après ce pilonnage, aller au feu sera une vraie balade. And when you get to Montauban, you'll find that the Germans are all dead. À Montauban, il n'y aura plus un seul Allemand vivant. Pas même un rat n'aura survécu. Now we will have control of Montauban village. Nous devons avoir pris Montauban à 11h. Je vous assure que le succès est garanti. Les pertes ne devraient pas excéder 10% et vous irez jusqu'à Bapaume avant de croiser un seul Allemand. And march all the way to Bapaume before you meet a single live German. Pouces dressés, haut les casques et hurrah. Thumbs up, hats off, big cheer. C'est un extrait d'un beau film de William Boyd, La Tranchée, Stefano Naruso. C'est un film de fiction, mais dans la réalité, les Anglais étaient extraordinairement confiants. Le général Haig, le commandant en chef, il croyait aussi à la victoire. C'est extraordinaire cette confiance, alors que ce sera un désastre pour les Anglais. Oui, la confiance est indiscutable et elle est liée en particulier à l'immense préparation de l'offensive dans les mois qui ont précédé, et en particulier à une préparation d'artillerie sans précédent du côté allié, qui dure une semaine entre jour et nuit, à partir donc du 24 juin, je crois, jusqu'au 1er juillet, et qui écrase littéralement
rapidement les lignes allemandes. Et après une telle préparation, on pensait qu'il n'y aurait pas de réaction significative de l'adversaire. Et ceci explique en particulier des consignes données aux combattants, des consignes absurdes, en particulier celle de marcher à pied vers les lignes allemandes pour ne pas briser les liens tactiques dans cette armée relativement jeune, en quelque sorte. Et c'est une réaction de confiance aussi, qui paraît folle rétrospectivement, mais qui pouvait s'expliquer dans une certaine mesure par cet excès effectivement de confiance dans un bombardement de destruction comme les Alliés n'en avaient jamais mené auparavant, et qui effectivement a causé des pertes effroyables aux Allemands, les a amenés parfois au point de rupture, mais pas exactement là où souhaitaient les amener les Britanniques. Et beaucoup des positions allemandes étaient intactes, leurs mitrailleuses aussi. Il faut rappeler que le no man's land qui sépare les tranchées, que ce soit sur la Somme ou sur n'importe quelle autre partie du front, c'était quelque chose de très difficile à prendre. Il y avait des fils de fer barbelés, il y avait des mines, enfin, c'est pour ça qu'il fallait une grosse préparation d'artillerie, mais en même temps, la préparation d'artillerie, je crois, indiquait à l'adversaire l'endroit où il serait attaqué et lui permettait d'amener des renforts. C'est ce qui a été le cas avec les Allemands, avec Falkenhayn qui commande l'armée allemande. Oui, c'est évidemment le grand problème, c'est que soit on attaque par surprise, mais là on se heurte aux défenses du no man's land, aux mitrailleuses intactes et effectivement aux barbelés, soit on attaque après une préparation qui est censée ouvrir des voies dans les barbelés et détruire les premières lignes et les lignes mitrailleuses, mais l'adversaire est prévenu. En l'occurrence, l'adversaire allemand, c'est un adversaire enterré dans des abris bétonnés en profondeur, et qui a pu résister, donc dans une très large mesure, au bombardement, malgré des pertes effroyables d'ailleurs, mais qui a pu résister au bombardement, et dès que le bombardement a cessé, à revenir vers les lignes mitrailleuses, vers les premières lignes, pour infliger un feu qui a arrêté littéralement les troupes britanniques sur place. Ce sont de jeunes soldats, vous le dites, Stéphane Audouin Rousseau. Ils doivent avoir quand même très peur, parce qu'en 1916, on sait très bien le risque qu'il y a quand on va sortir de la tranchée pour attaquer l'adversaire. Oui, alors la peur, évidemment, est là, surtout chez les soldats qui savent déjà ce que c'est. Ce qui n'était pas toujours le cas des unités qui ont attaqué sur la Somme, où certaines unités ont eu leur baptême du feu, les pauvres, donc à cet endroit-là. Mais dans le cas de soldats qui, évidemment, ont déjà connu cette expérience, le pire moment de l'assaut, c'est pas l'assaut, c'est avant l'assaut. C'est les minutes, les heures, les jours, éventuellement, qui précèdent l'assaut. On écoute un autre extrait du film de William Boyd, donc La tranchée. Il est 7h30, le 1er juillet 1916, dans une tranchée anglaise au nord de la Somme, le début d'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. 7:30. 7:30. 6! Baïonnette au canon. I can't do it. I can't go. Je ne peux pas y aller. I'm up first. You're right behind me, McFarlane. Je grimpe le premier, tu me suis, McFarlane. Oui, sergent. So, what do we do now, Sarge? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? We wait. On attend. Sors, McFarlane, ou je te tire dessus. C'était le 1er juillet 1916, début de la bataille de la Somme, Stéphane Audouin Rousseau, et dès le premier jour, dès les premières heures, dès les premières minutes, un carnage. Ce premier jour a été le plus épouvantable d'une bataille qui a duré 4 mois. Oui, le premier jour, c'est celui de la catastrophe, notamment pour l'armée anglaise. L'armée française progresse normalement, avec des pertes fortes, mais elle progresse normalement. L'armée anglaise, donc surtout sur la partie sur l'aile gauche de l'attaque anglaise, se brise sur les défenses. Souvent, les troupes sont obligées de revenir dans les tranchées de départ, et on compte donc des pertes de 60 000 hommes pour l'armée anglaise, uniquement pour ce premier juillet. Pertes, ça veut dire tués et blessés. Tués, blessés, disparus, donc 20 000 tués. Donc à peu près 20 000 tués, 40 000 blessés. Donc c'est le jour le plus sanglant de toute l'histoire de l'armée britannique. On ne trouve même pas pendant la Deuxième Guerre mondiale de journée, ou sur quelque front que ce soit, où des pertes aient été si lourdes en un laps de temps si bref. Alors ces pertes sont en grande partie liées aussi à l'engorgement du service de santé. Une partie de ces hommes sont morts faute de soins dans les jours qui ont suivi, parce que le service de santé britannique n'était absolument pas préparé, évidemment, à supporter des pertes aussi lourdes. Et c'est ça, au fond, ce drame, qui aurait pu être plus grave encore si le commandant britannique n'avait pas fini par prendre conscience de la catastrophe à peu près vers le milieu de journée, vers midi, et n'avait pas arrêté les vagues d'assaut suivantes. C'était les mitrailleuses en face, c'était quoi, à part les... Deux choses ont joué. Les mitrailleuses, donc qui n'étaient pas toutes détruites. Alors, la mitrailleuse, c'est la grande arme, finalement, de domination du champ de bataille, du côté de l'infanterie, qui quand les lignes mitrailleuses ne sont pas entièrement détruites,
elles interdisent, avec 600 coups par minute à peu près, elles interdisent littéralement le no man's land à ceux qui s'y risquent, surtout à pied, surtout quand ils ne courent pas, surtout quand ils ne sont pas suffisamment dispersés. Et puis d'autre part, le tir de l'artillerie britannique avait été très puissant, mais avait négligé ce qu'on appelait les tirs de contre-batterie, c'est-à-dire les pièces allemandes destinées, n'est-ce pas, à arrêter par des tirs de barrage une offensive. Et ces tirs de contre-batterie allemands ont été très efficaces et ont coûté également très cher en nombre de vies à l'armée anglaise. Une violence et des souffrances que l'on retrouvera pendant toute la durée de la bataille de la Somme, pendant les 4 mois de cette bataille de la Somme, avec ces témoignages de soldats anglais. La revue de texte Stéphanie Duncan. Douglas Haig, d'abord le commandant en chef donc du corps expéditionnaire britannique, était confiant la veille de la bataille. « Le temps sera beau demain », écrit-il. « Le moral des hommes est magnifique et jamais la préparation de l'artillerie n'a été aussi minutieuse. Si Dieu nous aide, j'ai bon espoir. » Mais le lendemain donc et les jours qui suivent, on assiste à un désastre. Crozier, un officier de fusiliers irlandais, raconte l'attaque sous un soleil radieux. Nous partons d'un pas régulier. Je vois des rangs et des rangs de soldats couchés, morts ou blessés de la veille. Les éclats et les fumées rendent la visibilité médiocre. Un obus éclate. Un éclat passe à côté de moi et va se loger dans la jambe d'un homme derrière moi. Il tombe. La traversée du No Man's Land nous a coûté 50 morts et 70 blessés. Le capitaine Arthur Adgius, originaire de Londres, se retrouve coincé sous une pluie d'obus avec ses hommes. Il y en avait déjà tant qui étaient morts, alors que nous n'avions même pas franchi notre première ligne. Le pilonnage était effroyable, les tranchées indescriptibles. Nous marchions sur les morts et on vit qu'on ne pouvait même pas revenir en arrière. Ernest Dayton, un simple soldat, blessé, oublié par les secours, passe une journée dans un cratère d'obus au pied même des lignes allemandes. J'ai cru que j'étais foutu. Jamais je ne pensais que je pourrais revenir. Je perdais du sang, je mourais de soif. Autour de moi, les tirs d'obus et de mitrailleuses n'arrêtaient pas. Je n'avais qu'une crainte, être touché par un tir anglais. Soudain, ce soldat se trouve face à face avec un soldat allemand. C'était lui ou moi, raconte-t-il. Alors j'y suis allé le premier, vlan, d'un coup de baïonnette, comme ça. C'était mon boulot, j'étais comme fou. Dans leurs souvenirs, beaucoup de ces soldats évoquent les erreurs de commandement et le manque de formation. Ils nous disaient « Vous êtes là pour nettoyer, c'est ce que vous avez à faire. Vous avancez et simplement vous nettoyez », raconte le fusilier Cantlon. Mais sur le terrain, nous ne savions pas quoi faire, nous n'avions aucun entraînement. Harry Shaw, un soldat gallois, résume le sentiment général. C'était du pur meurtre, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et voilà à quoi ressemble le champ de bataille le lendemain. Aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait des corps allongés, des milliers, raconte Rupert Weber. Certains n'avaient pas de jambes, d'autres des jambes sans corps, ou des bras sans corps. Une vision terrible, on les enterrait sur place. Au loin, on voyait sans arrêt des tirs d'obus, un feu continuel. C'était impensable que quelqu'un puisse vivre là, c'était terrifiant. Un pasteur écossais aumônier pendant la bataille de la Somme raconte dans son journal son trouble quand des soldats lui ont demandé « Père, parlez-nous de la vie après la mort. Nous avons de grandes discussions là-dessus entre nous. Certains sont athées. » Ces témoignages, Stéphane Audouin-Rousseau, pourraient être aussi ceux des soldats de Verdun. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les souffrances des soldats de la Somme, dont nous parlons avec vous, et ceux de Verdun ? Et non, par définition, les souffrances des soldats de la Grande Guerre sont universelles. C'est la souffrance devant, finalement, une puissance de feu qui n'avait pas de précédent, et on le voit à travers ces témoignages, un feu qui démembre littéralement les corps, et qui inflige non seulement des souffrances abominables, mais aussi des spectacles visuels, auditifs, olfactifs, absolument sans précédent également aux survivants. Y compris le spectacle de l'adversaire. Ernst Junger, qui était soldat dans l'armée allemande en face pendant presque toute la durée de la guerre de 14-18, qui a été blessé sur la Somme, a dit que pendant toute cette guerre, il n'a pratiquement jamais vu un Anglais, sauf le jour d'une offensive. Ils étaient en face, mais dans les tranchées, ils ne se voyaient pas. Oui, la guerre de 14 n'est pas une guerre de contact entre les hommes. Le modèle de la bataille où on approchait donc d'assez près l'adversaire, de la bataille napoléonienne par exemple, ou même encore des batailles du 19e siècle, de 1870 par exemple, ce modèle est mort. On est en présence d'un système finalement d'un système défensif qui fait face à un autre système défensif et qui fait que il y a une extrême violence, mais finalement, la dimension interpersonnelle de cette violence est très faible. C'est un grand paradoxe, une violence inouïe, mais un adversaire qu'on voit peu, qu'on rencontre peu, mais en revanche, les témoignages le montrent, quand il arrive qu'on le rencontre, là, on s'en souvient. Et c'est du corps à corps. Une question que l'on a toujours posée aux anciens de 14-18, Stéphane Audouin-Rousseau, c'est comment est-ce qu'ils ont pu tenir point français. On peut le comprendre à Verdun. Il se bat sur son territoire, pour son sol, sur son sol, mais un Anglais, un Australien qui vient en France et qui vient y mourir.
Oui, et c'est là c'est un peu une énigme aujourd'hui, d'essayer de comprendre finalement cette ténacité des combattants anglo-saxons et notamment ceux de l'Empire, des dominions Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, qui sont venus se battre sur la Somme. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que les motivations, si l'on peut dire, qu'on dirait aujourd'hui abstraites, défendre un modèle de civilisation, par exemple, contre un ennemi allemand, en l'occurrence jugé comme barbare, jugé comme un adversaire précisément de la civilisation humaine, eh bien ces motivations ont joué un rôle très puissant dans le volontariat. Alors ensuite, ce qui en est resté dans les tranchées, c'est évidemment plus compliqué. Les tranchées où ils sont restés 4 mois. Cette bataille commence le 1er juillet 16, elle se termine en novembre. Il y a eu plusieurs offensives, on s'est acharné à essayer de percer le front adverse pour pas grand-chose, avec aussi de nouvelles armes. Les tanks, les premiers chars de l'histoire, apparaissent sur la Somme en septembre 1916, Stéphane Audin-Rousseau. Oui, alors septembre 16, c'est ce qu'on appelle la deuxième bataille de la Somme, où le front est plutôt un front jusque-là, le front était d'ouest en est, là il est plus du sud vers le nord, et avec effectivement la première grande attaque de chars britanniques, donc à Pozières en particulier, qui n'a pas été un succès considérable, mais qui trop tôt, dit-on. Mais qui néanmoins signalait le début d'une transformation. C'est-à-dire que le problème stratégique, qui n'avait pas pu être résolu jusqu'ici, peut l'être désormais. Il le sera, à dire vrai, seulement qu'à partir de l'été 18. Et qui se sont enlisés, ces chars, dans la boue, parce que à partir de septembre-octobre, c'est ça qui va, je crois, faire arrêter l'offensive, c'est que s'il y a une boue épouvantable, il y en a eu à Verdun, il y en a eu partout, mais là, ça a été la boue de ce que les Anglais là-bas appelaient le porridge sur la Somme, c'était épouvantable. C'est ça surtout à l'automne, effectivement. Oui. Ce qui arrête l'offensive, c'est novembre, c'est les pluies énormes de novembre. On pourrait dire que l'eau a éteint le feu, si vous voulez. Donc, après 4 mois et demi d'une bataille qui est en fait la plus grande bataille de la guerre de 14 et dans une certaine mesure une des plus grandes batailles du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire qui a gagné cette bataille? Parce que vous dites, dans un livre, vous dites que pour les Allemands, au fond, c'est leur Verdun aussi, parce qu'ils ont tenu. Donc, on peut dire qu'ils en sont plutôt satisfaits de l'issue de cette bataille, malgré les pertes. C'est très vrai. Les soldats allemands ont en quelque sorte gardé le Rhin sur la Somme. D'ailleurs, il dit la garde sur la Somme. À dire vrai, les conséquences stratégiques à plus long terme, la bataille de la Somme fait faire aux Allemands des erreurs stratégiques considérables, en particulier très impressionnés par la supériorité alliée, en particulier sur la Somme, même s'ils ont tenu. La décision de guerre sous-marine à outrance a été prise précisément après la bataille de la Somme. C'est cette décision de guerre sous-marine à outrance, qui va provoquer l'entrée en guerre des États-Unis. Et en ce sens, à long terme, on pourrait dire que les leçons stratégiques qu'ont tirées les Allemands de la bataille de la Somme se seront tournées contre eux. Alors cela dit, on peut dire aussi que du point de vue franco-britannique, ça a permis de soulager le front de Verdun. Donc c'est aussi un succès, si on peut dire. Verdun, mais seulement 200 km² qui ont été pris, 25 villages, on a avancé à peine de 7-8 km, Stéphane Audin-Rousseau, et cela au prix de pertes considérables pour les Allemands, les Français ou les Anglais, et les soldats d'ailleurs de leurs possessions les plus lointaines, auxquels rendait hommage Albert Lebrun, président de la République en 1938. Devant l'indifférence des choses, il était juste de rappeler à la mémoire des hommes le martyre héroïque de ces soldats venus de Queensland, de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, apporter leur concours désintéressé et mourir pour la liberté et le droit. C'était l'hommage d'Albert Lebrun, président de la République en 1938, qui était dans le gouvernement de Clémenceau pendant la Première Guerre mondiale et qui rendait hommage aux Australiens, aux Néo-Zélandais, à tous ces gens qui sont venus de loin, dans une bataille dont les pertes ont été énormes pour tout le monde. Stéphane Audin-Rousseau, je crois que c'est la plus meurtrière des batailles de la Première Guerre mondiale. Je crois même qu'on dit plus que Verdun. Oui, puisque Verdun, les pertes totales à Verdun s'élèvent à 770 000 hommes à peu près, blessés, morts et disparus. Les disparus sont généralement des morts. Sur la Somme, on atteint plus d'1 300 000 morts, blessés et disparus, avec donc des pertes qui s'élèvent à peu près à plus de 400 000 blessés, morts et disparus par belligérants. Donc les pertes sont plus lourdes, alors que la bataille dure moins longtemps que Verdun, puisque Verdun a commencé en février, et que la Somme a commencé en juillet. Donc l'intensité de violence, les seuils de violence franchis dans la bataille ont été extrêmes et expliquent ce bilan absolument effroyable. Et sanctionné aussi par mutation sanctionnée pas méchamment. Joffre a été nommé maréchal, mais en même temps, on l'a remplacé par le général Nivelle en France. Falkenhayn, le commandant en chef allemand, est remplacé par Hindenburg. Haig est resté en revanche, le commandant anglais. Haig est resté jusqu'à la fin, oui, comme quoi
effectivement, là, il y a une certaine forme d'injustice ici dans les sanctions du commandement. Ce qui est frappant au fond, c'est que la Somme permet effectivement l'arrivée au commandement en Allemagne d'Hindenburg et de son adjoint Ludendorff. Ludendorff, qui quand il visite la Somme en septembre 1916 est stupéfait par ce qui se passe. C'est lui qui invente la notion de bataille de matériel, la bataille de matériel, et qui comprend qu'on est entré dans un nouvel âge de la guerre. Est-ce on peut pas dire aussi que, comme ça précède les mutineries de 17, que ça a aggravé la démoralisation d'une armée qui était partie à la guerre en 14 avec enthousiasme, confiance, et puis qui là maintenant a perdu tout ça? C'est indiscutable. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 16, dans l'armée française, en particulier, dans la fin de l'année 16, après le choc de la Somme, le choc de Verdun, au fond, la situation est fragile. Disons, elle est fragile. Du coup, la possibilité de subir une nouvelle déception comme l'offensive de Nivelles en 17, évidemment, explique après l'explosion de la crise des mutineries. Alors il y a des traces dans les mémoires, bien sûr, surtout les Anglais, vous l'avez dit, Stéphane Rousseau. Sur le terrain aussi, vous travaillez beaucoup pour l'historial de Péronne, qui se trouve sur la Saône. Je suppose qu'une bataille comme celle-là a laissé des traces dans une région dont on parle plutôt en ce moment pour ces inondations. Oui, alors ce sont des traces en termes de monuments, de cimetières, des centaines de cimetières britanniques. Le plus grand monument britannique se trouve à Thiepval, des choses que les Français connaissent peu et qu'ils devraient connaître, puisque c'est à 130 km seulement, finalement, de Paris. Merci en tout cas Stéphane Rousseau de nous avoir rappelé cette bataille un peu oubliée dont on se souvient grâce à vous, une bataille que l'on retrouve aussi dans un livre que vous avez écrit chez Gallimard Découverte, La Grande Guerre, et puis plus récemment un livre publié chez Noésis, 5 deuils de guerre. Enfin, pour ceux qui préfèrent vous entendre que vous lire, je vous recommande un CD dans lequel vous racontez l'histoire de la Grande Guerre et qui est édité chez De Vive Voix. Vous avez pu entendre des extraits du film La Tranchée de William Boyd, disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Étienne Michka et Gaëtan Colli, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.